Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette présente édition d'information de la mi-journée dont voici les titres. Formation du premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a décliné les priorités pour une action efficace et des résultats probants. 25 ministres et 5 secrétaires d'État choisis. Vous aurez dans ce journal la lecture du tout nouveau gouvernement. Mohamed Boun Abdallah Dionne a décédé. La nation perd l'un de ses plus grands éminents serviteurs, un homme dévoué et précieux. Mohamed Boun Abdallah Dionne a rendu l'âme ce vendredi à Paris. Un décès survenu suite à une maladie qui a nécessité son évacuation en France. Hommage lui est rendu dans ce journal. La cité religieuse de Touba a célébré la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr. Cette année encore, la grande famille mouride s'était donné rendez-vous chez Sokhna May Mbacké pour ce rassemblement islamique qui marque la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Madame, Monsieur, bienvenue. Formation du premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Premier ministre Ousmane Sonko a décliné les priorités pour une action efficace et des résultats probants. Une équipe de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Un gouvernement de rassemblement et de proximité exclusivement au service des populations. Au-delà des grands axes et des défis à relever, le Premier ministre invite à une passation de service diligente pour se mettre rapidement au travail, nous dit Aboubakry Kane. Après que le président de la République a indiqué les grands marqueurs de son quinquennat lors de son adresse à la nation, le Premier ministre réaffirme les enjeux et défis de l'heure. Ousmane Sonko, chargé de la mise en œuvre de cette politique et de la coordination de l'action gouvernementale, trace la voie à suivre pour ce nouvel attelage. Une équipe conforme au projet du président Diomaye Faye pour le Sénégal, un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54,28% des suffrages de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Ce gouvernement donc compte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais. Je jure de remplir sur la base des orientations du président Bassirou Diomaye Faye qui définit la politique de la nation, cette équipe se veut un gouvernement de résultats. Et en la responsabilité de la direction de ce gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko fixe les 5 priorités autour desquelles son équipe devrait agir. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électorale. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Autre préoccupation majeure du président de la République, la question du cumul des mandats électifs et une passation de service diligente. Dès lundi, instruction a été donnée
à l'inspection générale d'État pour que, dans les délais les plus brefs, tous les ministres puissent prendre fonction et se mettre au travail. La deuxième préoccupation, c'est qu'il a été donné instruction à tous ceux qui ont été retenus dans cette équipe gouvernementale et qui, par ailleurs, exercent un autre mandat électif. Le président de la République leur a donné le délai d'1 mois pour se démettre de toute autre responsabilité élective, qu'elle soit au niveau des collectivités locales ou de l'Assemblée nationale, pour pouvoir se consacrer exclusivement à cette responsabilité gouvernementale qui sera très lourde parce que nous sommes conscients des attentes et des enjeux. Un gouvernement de 30 hommes et femmes, des missionnaires, qui ont la lourde responsabilité d'impulser et de mettre en œuvre le projet qui a valu au président de la République son élection dès le premier tour. Et à présent, la liste du nouveau gouvernement lu par Oumar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République. Décret numéro 2024-939 portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Général Biram Diop, ministre des Forces armées. Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Biram Souley Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Monsieur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur Amadou Moustapha Ndiek Saré, ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Monsieur Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur El Hadj Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités. Monsieur Yankoba Diémé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Monsieur Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Olivier Boukal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public. Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Monsieur Alioune John,
ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, M. Muntaga Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2. Sont nommés secrétaires d'État M. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. M. Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries. M. Mohamed Talandaou, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. M. Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. M. Bakary Sarr, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. Décret numéro 2024-941 portant nomination du ministre secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre, décrète, article 1er, M. Ahmadou Al-Amimou Mohamed Lo est nommé ministre secrétaire général du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. 25 ministres donc, 5 secrétaires d'État. C'était là la lecture de la liste du nouveau gouvernement par Oumar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République. À l'occasion de la fête de l'indépendance, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu les messages de félicitations des hautes personnalités suivantes. Son Excellence le Général Mahamad Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad. Son Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine. Sa Majesté Charles III, Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Son Excellence Monsieur Isaac Herzog, Président de l'État d'Israël. Avec le décès de Mohamed Boun Abdallah Dionne, la nation perd l'un de ses plus éminents serviteurs, un homme dévoué et précieux. À sa famille, je présente mes plus sincères condoléances. Mes pensées les accompagnent dans cette période de tristesse. Puisse le bon Dieu l'accueillir dans son paradis par la bénédiction de ce vendredi saint du mois béni de Ramadan, où les musulmans s'apprêtent à célébrer la nuit du destin. À présent, à 64 ans plus tôt, son rêve de devenir 5e président du Sénégal ne se réalisera pas. Mohamed Boun Abdallah Dionne a rendu l'âme ce vendredi à Paris. Un décès survenu suite à une maladie qui a nécessité son évacuation en France. Pour rappel, Boun Abdallah Dionne était Premier ministre du Sénégal de 2014 à 2019. Plus de détails avec Ibrahima Ndong. Il est finalement parti sur la pointe des pieds. Mohamed Boun Abdallah Dionne n'est plus. Sa maladie a eu raison de lui. Pourtant, il y a juste quelques jours, il avait encore manifesté sa volonté de servir son pays lors de l'élection présidentielle de mars 2024. Mais la volonté divine s'est manifestée autrement. Et c'est en pleine campagne que le fils de Gossas était obligé de se retirer, car n'étant plus au meilleur de sa forme, nécessitant ainsi son évacuation vers la France pour des soins. Des soins qui n'auront pas finalement porté leurs fruits. Et c'est ce vendredi en plein Ramadan qu'il a rendu l'âme. Remonter le temps nous permet de mieux comprendre la trajectoire de l'ancien Premier ministre du Sénégal. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été Premier ministre à l'âge de 55 ans en 2014, avant d'être reconduit à ce poste en 2019 pour le second mandat du président Macky Sall, symbole donc de la loyauté d'un homme de confiance. 2014 à 2019, Mohamed Boun Abdallah Dionne a été porté à la tête du gouvernement. Cette longévité à la station primatoriale renseigne sur les relations entre les deux hommes. 6 juillet 2014, Mohamed Boun Abdallah Dionne est nommé Premier ministre, avec un cahier de charges qui s'articule autour du plan Sénégal émergent, notamment à sa première phase. Après 5 ans d'exercice,
Les résultats sont concluants. Plusieurs projets seront inaugurés par le président Macky Sall sous son règne. Parmi ceux-ci, on peut citer la construction de la nouvelle ville de Diamniadio avec ses sphères ministérielles. Il y a aussi le train express régional, l'autoroute Ila Touba, entre autres projets. 2019, Mohamed Boun Abdallah Dionne répond encore à l'appel de la patrie pour participer à la construction d'un nouveau Sénégal, résolument tourné vers l'émergence. À 64 ans, son rêve de diriger le Sénégal ne se réalisera jamais. Le décret divin tombe ce vendredi 5 avril 2024, laissant derrière lui un pays orphelin de Premier ministre qui, de son vivant, aura marqué le Sénégal d'une trajectoire digne d'éloge. Voilà donc le Sénégal qui perd une éminente personnalité, donc Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est décédé hier donc en France. De la salade, de la tomate ou encore de la menthe à Tambacounda, des périmètres maraîchers sont aménagés dans plusieurs quartiers de la commune. L'initiative est financée par la municipalité pour accompagner les femmes et les jeunes qui, vous allez le voir, s'en sortent pas mal. À terme, le projet vise plus de 1000 bénéficiaires. Tchorodia. Des jardins maraîchers implantés en plein quartier de Médina-Koura, dépôts, ponts, entre autres. Ces espaces ont été aménagés par la mairie de Tambacounda. Chaque périmètre maraîcher a été clôturé et des infrastructures hydrauliques installées à l'intérieur pour faciliter l'arrosage aux bénéficiaires. Nous commettons une entreprise qui vient implanter les infrastructures, c'est-à-dire un mini-forage, le grillage, c'est-à-dire la clôture, le château d'eau plus les bassins. Bon, on tourne autour entre 12 à 15 millions. Nos clients, on a des clients ici. Il y a Bobo qui est là-bas. Il y a Bobo qui est là-bas au fond du jardin. Elle est une cliente officielle dans le jardin parce qu'elle vend au marché. Ouais. Elle vient prendre des marchandises ici pour amener ça au marché. Ouais. Quand elle vend, elle revient ici, elle nous donne notre argent. Ça marche très bien. Parfois, on vend en gros, parfois en détail. En avance, on a des retombées. La mairie nous aide fortement. Ils nous aident au fond de leur cœur. Ici, au quartier dépôt, s'activent plus d'une centaine de femmes. Elles produisent, en cette période de contre-saison, de la salade, de la menthe et d'autres légumes. Nous cultivons du nana, de la salade, de la tomate, des persils, de l'oignon, des gombo, du bissap, tout ce qu'on doit manger à la maison, on cultive tout. Bon, la formation, elle est d'abord continue, parce qu'il y a le personnel que vous voyez qui est constamment ici. Il y a des formations aussi qui sont commanditées selon les besoins spécifiques de formation qui s'imposent. Quand on se rend compte que c'est des problèmes de maîtrise de l'itinéraire technique, on commandite quelqu'un, il vient faire la formation. Si nous savons que c'est pour des problèmes de maîtrise, il y a des attaques un peu partout, nous commanditons quelqu'un qui fait le traitement des attaques. Ce projet d'autonomisation des femmes et des jeunes va permettre d'enrôler plus de 1500 femmes à Tambacounda, ce qui permet de promouvoir le développement endogène à travers des activités génératrices de revenus. Ils n'ont qu'à se lever pour aller travailler. Si tu es couché sur le lit, rien ne te trouve là là-bas. Rien ne te trouve là sur ton lit. Il faut que tu te lèves. Une femme doit se lever tôt et se battre avant le coucher du soleil. Si tu te lèves le matin de bonne heure, avant le coucher, tu auras quelque chose que tu vas amener à la maison pour tes enfants. Notre objectif, que chaque femme, où qu'elle se trouve, comprenne qu'elle n'a plus le droit de baisser les bras et attendre tout de l'extérieur ou de son mari ou de ses enfants. Qu'elle, à son niveau, elle doit se battre aussi pour participer au développement de la famille, de la contrée, voire de la nation. En plus des activités de jardinage, un poulailler a été mis en place. La fiente récupérée de cette activité avicole sert d'engrais aux femmes dans leurs différentes activités de maraîchage. Environnement dans ce journal, on s'intéresse au Technopole. C'est un site de transit pour les oiseaux en provenance de l'Europe, mais aussi un écosystème exceptionnel. Malgré ses potentialités, la réserve traverse une dégradation continue à cause de l'action humaine. Pollution et salinisation des sols compromettent sérieusement la vitalité écologique du site, nous dit Lamine Touré.
De cette position d'observation, le lieutenant Abdoulaye Touré scrute les faits et gestes de cette colonie d'oiseaux dans la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes et Dépendance, communément appelée Technopole. Les oiseaux que vous voyez, c'est des espèces migratrices, donc des espèces qui nous viennent d'Europe, quand les conditions sont défavorables. C'est-à-dire qu'il fait extrêmement froid là-bas. Donc ces espèces sont obligées de venir au niveau de cette réserve parce que ça constitue un lieu de repos et de reproduction pour ces espèces. Donc ces espèces sont là de novembre à février, jusqu'au mois de mars. Des goélands bruns, des cernes caspiennes, des édicnèmes du Sénégal, des hérons centrés composent ce décor vivant en quête perpétuelle de quiétude. Le site est également connu pour ses potentialités floristiques. Plus de 50 espèces végétales sur une population de 1500 individus sont recensées sur le site. Nous avons beaucoup d'espèces. Nous avons des eucalyptus, nous avons des filao, nous avons des palétuviers, donc qui bordent le long des lacs. Nous avons également beaucoup d'espèces qui sont au niveau de la zone. Parce que si vous voyez la zone, nous on a fait ce qu'on appelle la mise en défense. Parce que quand on met en défense quelque chose, une année, 2 ans, donc la forêt se reconstitue. Une restauration écologique qui a fait de cette réserve naturelle urbaine une véritable attraction. C'est aussi un cas d'étude pratique pour plusieurs écoles de la capitale. L'établissement Vision Bilingue s'est inscrit dans cette dynamique. Ces pensionnaires ont vu de près la réalité de l'écosystème. On a constaté que beaucoup d'oiseaux sont dans une île et d'autres nagent. Et d'autres nagent, d'autres volent. En classe, est-ce qu'on vous parle très souvent de l'environnement? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, l'environnement? Il y a le milieu vivant et le milieu physique. Le milieu vivant est composé des animaux et des êtres vivants. Et le milieu physique est composé des êtres non vivants, comme l'eau, les roches, etc. La réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes et Dépendance couvre une superficie de 650 hectares. Elle fait l'objet d'une gestion inclusive. Le conservateur et son équipe travaillent en synergie avec d'autres acteurs pour assurer la protection du technopole. Bassirou Ndiaye dirige le comité de gestion, une tâche difficile dans un contexte où la réserve fait l'objet de convoitises. On a connu une pression foncière importante. Aujourd'hui, on a 6 lacs dans le technopole qui ne communiquent plus. Parce que, voilà, les gens ont fait ce qu'ils ont voulu. Maintenant, les gens ont coupé, ont sectionné les lacs, comme on l'a fait aussi au niveau des maristes, avec l'autoroute à péage. Parce que les 2 lacs des maristes, ce sont des mamelles qui font partie intégrante du technopole. C'est pour ça sur le décret, on a des réserves naturelles de la Grande Niayes, de Pikine et Dépendance. Les Dépendances, c'est les 2 lacs des maristes. Donc ces 2 lacs ne sont plus en contact avec le technopole avec l'avènement de l'autoroute à péage. On s'est battu pour qu'on mette des bus, mais ils n'ont pas voulu, le régime sortant, le régime de Maître Wade, président Wade. Les techniciens n'ont pas respecté les normes. Aujourd'hui, il y a une forte eutrophisation des lacs des maristes parce que ça ne s'oxygène plus. Donc c'est un lac fermé, on a les tifas là-bas. Cette réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes et Dépendance a été aussi amputée de 53 hectares pour les besoins de cette zone industrielle non assainie. Les eaux usées de ces installations, plus celles de l'Office national de l'assainissement et de la société Delta, sont déversées dans la réserve. Quand on a des lacs et qu'on reçoit des eaux usées à travers l'ONAS et Delta, une société qui s'appelle Delta, qui fait les bouts de vidange. Ça, c'est des circuits qui ne doivent pas exister si on veut réellement préserver la biodiversité. Si vraiment Technopole est une réserve, l'ONAS doit prendre ses dispositions. Delta doit prendre ses dispositions. Ils font des rejets directs dans les lacs, ce qui n'est pas bien. Nous avons 700 horticulteurs autour du Technopole. Ce qu'ils cultivent,
On va le retrouver au marché Kermel, on va le retrouver au marché Gueule-Tapée, on va le retrouver en ville, un peu partout dans le pays. Et ça, c'est vraiment un danger, c'est un problème de santé publique qui se pose actuellement. Les pêcheurs du Technopole vivent au quotidien cette pollution liquide. Parce que autant, en général, c'était l'eau pluviale qui était là. Elle était tellement propre, et il y avait beaucoup de poissons. Mais à l'heure actuelle, nous tous, on constate que ce n'est pas de l'eau pluviale qui est là. Nous sommes tous des Sénégalais, nous savons ce qui se passe au Sénégal. Pendant l'hivernage, quand il pleut, il y a des gens comme encore qui vont ouvrir leur vanne et laisser l'eau couler entre là. Il y a aussi le problème de l'ONAS. Il y a l'usine qui est à côté, vous le voyez, l'usine est là-bas. Vous avez aperçu ça? Bien sûr. Des fois, quand ils ont une certaine quantité, ils versent ça là-bas. Nous, on a constaté, tous les pêcheurs ont constaté cela. À côté de la pêche, l'activité agricole occupe une place importante autour de ce plan d'eau. Certains maraîchers n'hésitent pas à utiliser cette eau polluée pour arroser leurs pépinières. Ceux qui utilisent les eaux venant de la station, leurs cultures ont une courte durée. Et les produits aussi, il y a des taches sur les produits et même sur le sol, parce que ça laisse des effets qui ne sont pas bons pour la survie des plantes et le sol. Ouais. Il y a des colmatages qu'ils laissent dans le sol. Et pourtant, en créant cette réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes et Dépendance en 2019, le président de la République voulait redonner au site ses fonctions naturelles de réceptacle des eaux pluviales de la grande banlieue de Dakar et celle écologique. Aujourd'hui, le site continue de se dégrader. La salinisation des sols, le manque de moyens des eaux et forêts affectées sur le site compromettent sérieusement la vitalité du Technopole. Un seul véhicule est disponible pour assurer la sécurité des 650 hectares que compte cette réserve naturelle urbaine des Grandes Niayes et Dépendance. Le ramadan, vous le savez, tire à sa fin. Ce dernier vendredi du mois béni, nos équipes sont rendues à la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar. La prière du vendredi a, comme à l'accoutumée, attiré beaucoup de fidèles, mais aussi le khalife général de Darou Marnane, Mame Thierno Mbacké, a assisté à la prière, nous dit Amadou Diallo. Il est 13h45 lorsque le muezzin effectue l'appel à la prière. La grande mosquée Massalikul Jinan est remplie de fidèles. Ils sont assis en parfaite rangée, écoutant avec attention la voix du muezzin. C'est peu après que débute le sermon de l'imam. Dans son discours, Serigne Bassirou Lo est revenu sur l'importance du ramadan qui tire à sa fin. L'imam exhorte les musulmans à multiplier les actes d'adoration afin de bénéficier des nombreux bienfaits de ces jours bénis. Parmi les fidèles, une présence est remarquée ce jour. C'est celle du khalife de Darou Marnane, Serigne Mame Thierno Mbacké. En séjour à Dakar, le saint homme a prié le vendredi à Massalikul Jinan. Après la prière, il a exhorté les fidèles à suivre la voie de l'islam et à se conformer aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. J'exhorte les fidèles à toujours être reconnaissants envers Dieu. Il faut éviter de se plaindre car Allah ne cesse de nous octroyer ses bienfaits. Mame Cheikh Awa Balla Mbacké m'a raconté que Serigne Bara Mbacké lui disait souvent de ne jamais se plaindre, car Dieu retire sa bénédiction aux gens qui se plaignent tout le temps. Massalikul Jinan est le point de convergence de milliers de fidèles, surtout en cette période de Ramadan. Pour cette année, le montant des dépenses pour les repas de coupure du jeûne s'élève jusque-là à 70 millions de francs CFA.
Autre moment de prière à Touba, la cité religieuse a célébré la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr. Cette année encore, la grande famille mouride s'est donné rendez-vous chez Sokhna May Mbacké pour ce rassemblement islamique qui marque la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Commentaire Lamine Touré. Ferveur religieuse à Touba, dévotion et prière ont marqué la nuit du destin, conformément aux préceptes de l'islam. La grande mosquée de Touba a consacré une fois de plus ce rituel qui précède la fête de l'Eid el-Fitr. Elle marque la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et intervient dans les 10 derniers jours de l'épreuve du jeûne. À Touba, ce moment de spiritualité reste intimement lié à la vie et l'œuvre de Sokhna Maïmouna Mbacké, fille cadette de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. Des causeries sont animées dans ce sens pour rappeler aux fidèles musulmans toute la signification de la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr. Cette retrouvaille chez Sokhna May pour célébrer la nuit du destin est une injonction de Serigne Fallou Mbacké réitérée aujourd'hui par le khalife général. Sokhna Maïmouna Mbacké est une femme d'une grande dimension religieuse. À travers elle, la nuit du destin est célébrée à Touba, dans la dévotion, la lecture du Coran, entre autres manifestations religieuses. À Touba, c'est donc toutes les familles du calife qui se retrouvent chez Sokhna May pour perpétuer cette œuvre musulmane de haute portée spirituelle. La créature humaine est faite pour adorer et se soumettre à Allah. C'est une attitude indispensable dans la vie de musulman puisque ce dernier a 2 demeures dans sa vie, sur terre et dans l'au-delà. Serigne Modou Mahfous Mbacké est le fils de Sokhna Maïmouna Mbacké. Son message traduit la perpétuation de l'œuvre de sa mère dans l'éducation religieuse et donne entière satisfaction à la vision de Serigne Fallou Mbacké dans la célébration de la nuit du destin à Touba. Nous restons à Touba pour parler du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim qui a officiellement démarré l'enseignement dans 2 nouvelles UFR et un institut plutôt dédié aux langues et métiers du livre. Désormais, les filières portant sur les métiers et technologies, de même que celles dédiées aux sciences agronomiques et de la technologie alimentaire, seront dispensées dans l'établissement. Damsila. Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim est en pleine expansion avec l'ouverture officielle de 2 nouvelles UFR destinées aux sciences agronomiques, aux technologies alimentaires et aux métiers, sans compter un institut dédié aux langues et aux métiers du livre. Ainsi, l'établissement dispose de nouvelles filières avec des licences qui facilitent l'intégration dans le milieu intellectuel et socio-professionnel. Les 2 UFR sont l'UFR des métiers et technologies qui va lancer une licence en informatique et télécommunications et une licence en administration des entreprises. Et l'autre UFR, c'est l'UFR des sciences agronomiques et technologies alimentaires qui va lancer une licence en agronomie production végétale, une licence en agronomie production animale et une licence en agrotechnologie. Voilà, et l'institut qui va ouvrir, c'est l'Institut des langues et des métiers du livre qui va aussi proposer aux étudiants 3 licences, une licence en archives, une licence en langue appliquée et une licence en bibliodoc. Les 2 unités de formation et de recherche et l'Institut vont en tout accueillir 400 pensionnaires. Ils vont bénéficier durant leur année de formation des connaissances pointues et certifiées dans leurs filières respectives. Il y a des enseignements qui peuvent plus ou moins se faire à la clé, mais il y a des enseignements qui nécessitent du matériel informatique. Et d'autant plus que dans la formation, il y a l'agronomie qui doit avoir des labos. Il y a aussi l'IFR métiers technologie dans sa filière informatique et télécommunications qui doit avoir des classes équipées. Donc c'est pour dire que toutes les dispositions sont prises pour que les enseignements se déroulent normalement. Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim dispose désormais d'un effectif de 719 étudiants formés dans des filières diverses
et variés. Serigne Mountakha avait dit qu'il faut nous proposer un projet qui permet de donner un enseignement supérieur pour tout ce qui est utile pour la société. Et ça comporte les sciences religieuses, mais évidemment les formations qui permettent d'avoir du travail, de contribuer à la vie de la communauté, à la vie du pays, voire à la vie de l'Afrique et du monde. L'éducation et la formation ont toujours occupé une place de choix dans les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, les autorités de la confrérie ont construit ce complexe qui porte son nom, dont la mission première est de contribuer à la vulgarisation de l'islam et des enseignements du fondateur du mouridisme. Ce qui met fin à cette présente édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur la RTS. Dans quelques instants, l'édition en Wolof.